Très bien. Comme tu veux. Comme tu veux. Bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Merci, monsieur le maire, merci Frédéric de ton accueil. Une petite présentation consacrée au pacte d'associés dans une start-up. Merci également à madame, messieurs, de votre présence ici au village Baïséa du Mont. Le plan de cette intervention va se dérouler en 4 étapes. Une partie introductive relative à la définition du pacte d'associés, et puis 3 parties un peu plus saillantes consacrées à pourquoi conclure un pacte d'associés. Beaucoup de personnes se posent la question, notamment au moment de la création d'une entreprise à plusieurs, une entreprise sous la forme d'une société bien évidemment. Quelles clauses on peut intégrer dans un pacte d'associés et les sanctions en cas d'inexécution du pacte d'associés. Commençons par l'introduction avec, dans un premier temps, la notion de pacte d'associés. Pacte d'associés, c'est tout d'abord un contrat qui est totalement distinct des statuts. Les statuts, avec tous les documents constitutifs, sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Dans le cadre de la constitution de la société, nous amenons à l'immatriculation de celle-ci. Le pacte d'associés, lui, est totalement confidentiel. Il est signé par l'ensemble des associés ou certains d'entre eux, ceux qui le souhaitent. C'est un document qui est établi sur mesure dans la perspective de sécuriser les relations entre les associés, et ce, dans une perspective d'anticipation d'éventuelles difficultés, d'éventuelles mésententes. Donc c'est vraiment un document totalement autonome du jeu de statut, et ça constitue un contrat. À quel moment on conclut un pacte d'associés ? Plus généralement, on le conclut lors de la création de la société, en tout cas lorsqu'on crée cette société à plusieurs associés, puisque tout seul créer un pacte d'associés, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On le conclut lors de la création de la structure entre les associés fondateurs, qu'ils soient d'ailleurs dans un cercle familial, amical ou avec des investisseurs privés. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est relativement important lorsque les choses vont bien, lors de la création de la société, lors du démarrage d'un projet de manière plus générale, de bien encadrer les choses, de bien encadrer les conditions de sortie et les situations de mésentente. Premier moment clé, la création de la société. Deuxième moment clé dans le cadre d'une start-up, c'est le moment où elle va lever des fonds. Lever des fonds avec, bien évidemment, puisqu'on parle de pacte d'associés, une entrée au capital social d'investisseurs privés, qu'ils soient business angels, fonds d'investissement ou d'autres personnes privées, par exemple. À ce moment précis, intervient soit la conclusion du premier pacte d'associés, puisque rien n'avait été fait précédemment, soit parce que le fondateur était seul, soit parce que les associés fondateurs avaient jugé peu opportun de conclure ce pacte d'associés. Au moment de la levée de fonds, ici, cette conclusion du pacte d'associés sera exigée par les investisseurs. Exigée pour les investisseurs dans la perspective de bien régir les relations entre associés. On verra quel type de relations dans quelques instants. Dans la partie notion, un élément clé du pacte d'associés, tout à l'heure on a vu que le premier élément c'était un élément distinctif des statuts de la société. Deuxième élément clé, c'est ce caractère confidentiel du pacte d'associés. C'est vraiment une caractéristique saillante de ce pacte d'associés, puisque, à l'inverse des statuts, il n'est pas publié au greffe du tribunal de commerce. Il demeure confidentiel entre les associés fondateurs et bien évidemment les conseils qui ont participé à la rédaction de celui-ci. Ce pacte, puisqu'il est confidentiel, n'a bien évidemment pas vocation à être divulgué à des tiers. Et on intègre dans ce pacte d'associés une clause de confidentialité plus ou moins stricte en fonction des projets qui sont portés.
Dans cette partie introductive, ce qui est aussi important de mettre en avant, c'est que le pacte d'associés n'est pas réservé à une forme juridique particulière. Effectivement, on est sur une intervention sur les startups, mais cela étant, on peut dire quelques mots des autres formes juridiques qu'on rencontre peu dans le cadre du démarrage d'une startup, mais qu'on peut rencontrer très rapidement, notamment dans le cadre de l'acquisition de locaux à travers des sociétés civiles immobilières ou des sociétés civiles au sens plus large du terme. Donc le pacte des associés, bien évidemment, a vocation à s'appliquer à toute forme de société, dès lors qu'il y a au moins 2 associés. Société civile immobilière, société anonyme, SARL, et bien évidemment la forme juridique phare des startups, la société par action simplifiée, plus communément appelée sous la forme de la SAS. Cette forme juridique qu'est la SAS est vraiment très intéressante dans le cadre dans la perspective de la levée de fonds, puisqu'on a une grande souplesse dans l'organisation des relations entre les associés, grande souplesse qui nous permet d'avoir des statuts aujourd'hui léger et un pacte d'associés beaucoup plus fourni, notamment au regard de ce caractère confidentiel. Et la forme de la SAS, en dehors de sa souplesse, c'est le principe de la liberté contractuelle qui prédomine, sous réserve du respect des dispositions de droit public, mais dispositions de droit public qui sont relativement limitées en matière de SAS. Donc on va avoir un pacte d'associés, en tout cas lorsqu'il va être présent, qui sera majeur dans le cadre du start-up. Et ça constituera, pourrait-on dire, le mode opératoire du fonctionnement de la start-up, qu'elle soit en phase d'amorçage ou en phase d'accélération. Dans cette partie introductive, ce qu'on peut d'ores et déjà conclure, c'est que ce pacte d'associés s'avère être un outil confidentiel, souple et indispensable pour anticiper toute difficulté liée à la gouvernance et ou au transfert du titre. On verra, ce sont les 2 principaux points qu'on rencontre dans un pacte d'associés, même s'il y a aussi des clauses relativement classiques qu'on intègre. Avant d'envisager les clauses, il faut s'interroger pourquoi dois-je conclure un pacte d'associés? Pourquoi est-il opportun de conclure un pacte d'associés? Le premier point concerne la gouvernance de la société. La société, on aurait pu marquer la SAS, puisqu'on vient de le dire, c'est la forme juridique la plus appropriée dans une perspective de levée de fonds et sous la forme d'une start-up. Pourquoi conclure un pacte d'associés? C'est tout d'abord pour régir la gouvernance, puisqu'on a un code de commerce qui nous affirme que le représentant légal de la société, qui est la SAS, le président en l'espèce, dispose de tous les pouvoirs pour agir à l'égard des tiers, et ce, même au-delà de l'objet social. Donc, en présence de plusieurs associés qui n'auraient pas une fonction de direction au sein de la société, ils voudraient quand même arriver à surveiller la réalisation de la mission du président, la réalisation du mandat social. Le pacte d'associés a l'avantage de pouvoir régir les pouvoirs, de pouvoir les limiter, ces pouvoirs, et ce, en toute confidentialité. Puisque vous me direz, M. Margeau, il est possible également de prévoir les statuts. Je vous répondrai positivement. Mais l'inconvénient principal, c'est qu'en l'inscrivant dans les statuts, la limitation de pouvoir apparaît à l'égard des tiers. Et systématiquement, un interlocuteur, qui soit un partenaire bancaire, un partenaire financier, voire un fournisseur, pourrait vous demander une autorisation des associés, donc de rendre les choses beaucoup plus lourdes. Donc, on a un président qui peut agir très librement dans le cadre de sa gestion, à travers les statuts, et dans l'ordre interne, entre les associés, il a des pouvoirs plus restreints. Et le cas échéant, il doit solliciter une autorisation préalable qu'on verra tout à l'heure. L'avantage aussi de créer un pacte d'associés et de définir le mode de gouvernance, c'est qu'il est possible dans ce pacte d'associés de créer des organes. On a tous les noms possibles, puisqu'on est sous le principe de la liberté contractuelle. Comité de pilotage, comité stratégique, conseil de surveillance, comité de surveillance, comité de suivi. On a différents noms pour cet organe. Ce qui est surtout important, c'est de bien définir
l'objet de cet organe et tout l'aspect relativement formel, par exemple relatif aux convocations ou aux moyens pour s'accorder, aux moyens pour donner une autorisation préalable. Ce pacte d'associés donc permet de créer des organes, permet de pouvoir régir la gouvernance. On retrouvera dans le détail tout à l'heure sur le contenu de cela. Et en plus de cela, le pacte d'associés permet également de renforcer l'information et le contrôle des associés minoritaires ainsi que des investisseurs. Une nouvelle fois, on profite de cette souplesse, de cette liberté contractuelle afin de régir l'organisation de la vie sociale. Pourquoi conclure un pacte d'associés? On vient de voir dans un premier temps le fait de pouvoir encadrer la gouvernance. Dans un deuxième temps, nous allons voir que nous pouvons contrôler l'actionnariat de la société. L'actionnariat de la société, c'est quelque chose de très important. Ici, il ne s'agira pas d'évoquer toutes les hypothèses, mais on peut envisager les hypothèses les plus représentatives des différents exemples de start-up. On a notamment la première situation qu'on a d'ailleurs dans une start-up, mais aussi dans une autre société, c'est d'anticiper d'éventuelles mésententes, d'éventuelles difficultés dans le cadre où des associés disposeraient chacun de 50% du capital social et des droits de vote. Normalement, en tout cas, dans la majeure partie des cas, vous conseille de ne pas constituer une SAS à 50-50. On essaye d'éviter, puisqu'on se retrouve dans une situation de blocage, y compris en assemblée générale ordinaire. Et pour anticiper ce blocage, déjà, le premier conseil, c'est de se dire on proscrit le 50-50. Après, dans certaines situations, on y va, parce qu'on a une femme, un homme qui s'associent dans un projet commun, ils apportent le même apport en numéraire, ils contribuent au fonctionnement de la société. Et dans cette hypothèse-là, et puis toujours au début du projet, tout va bien, il n'y a aucune difficulté, on s'entendra si jamais on est en situation de mésentente. Donc le 50-50, ce n'est pas un souci. En réalité, quelques années après, c'est souvent un constat différent qui est réalisé. Et le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vraiment d'anticiper dans le pacte d'associés ces situations de blocage de 50-50 qui peut donc compromettre l'intérêt de la société. Il faut donc rechercher les solutions, on en a plein. On a bien sûr des promesses d'achat qui peuvent être inscrites, stipulées dans le pacte de l'associé. On a des offres d'achat, on a des possibilités pour l'un des deux associés qui porterait davantage l'activité d'avoir un droit de préférence sur l'acquisition des titres de l'autre. Bref, nous avons tout un panel de possibilités. Une nouvelle fois, pourquoi? Parce que nous sommes vraiment dans la liberté contractuelle. On fait globalement ce qu'on souhaite dans ce pacte d'associés. L'important, c'est de pouvoir coller aux souhaits des fondateurs, aux souhaits des dirigeants. On a mis en avant ces situations de 50-50 qu'on rencontre, et j'allais dire qu'on rencontre à la rigueur de plus en plus. On a eu différentes phases qu'on a tendance à rencontrer de plus en plus post-Covid-19, si je peux dire post-Covid-19. Deuxième intérêt de conclure un pacte d'associés, c'est de contrôler l'entrée et la sortie des associés. Nous sommes dans une SAS. Le principe, c'est que la transmission est libre, sauf clause contraire des statuts. On vient de dire tout à l'heure que les statuts seront relativement peu fournis, puisqu'on inscrira tout dans le pacte d'associés. Donc, l'avantage d'inscrire ce type de clause dans les statuts, dans le pacte d'associés, pardonnez-moi, c'est d'encadrer la circulation des parts sociales ou plus généralement des actions. Quand je parle d'encadrer l'entrée et la sortie, c'est contrôler la cession des actions, contrôler les apports, contrôler les donations, contrôler les restructurations si jamais vous avez un investisseur personne morale qui est au capital social, si jamais il cède lui sa propre structure. Bref, c'est d'assurer une certaine stabilité de l'actionnariat. Et une nouvelle fois, on verra les clauses tout à l'heure, mais on peut faire relativement ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est relativement important, c'est ce contrôle de l'actionnariat, contrôle de l'actionnariat qui nous permet d'aller sur le dernier point, c'est d'assurer aux fondateurs la conservation d'une certaine quote-part dans le capital social. Puisque ce n'est pas l'objet de la matinée sur les opérations de levée de fonds, mais
l'une des principales craintes d'un fondateur, d'un dirigeant, lors d'une opération de levée de fonds, c'est d'être dilué. La crainte est légitime, mais juridiquement, nous avons différents leviers pour permettre au fondateur de conserver la majorité. Dans ces différents leviers, certains s'inscrivent dans le pacte d'associés, certains sont anticipés au stade de l'opération de levée de fonds. Nous avons vu pourquoi conclure le pacte d'associés, pour anticiper les situations de mésentente et pour encadrer les pouvoirs du président de la société. Maintenant, quelles clauses pouvons-nous faire figurer dans le contenu dans le pacte d'associés? Au regard de la liberté contractuelle et de la souplesse offerte par ce pacte d'associés, vous pouvez constater que le contenu du pacte d'associés peut être relativement différent d'un dossier à l'autre, ce qui fait que le contenu est variable en fonction des circonstances propres à chaque société, à chaque dirigeant. L'intérêt d'avoir un pacte d'associés, ce n'est pas avoir le même que le voisin du bureau au village BCA, mais c'est d'avoir un pacte d'associés adapté au fondateur, adapté à la société. Bref, un pacte d'associés sur mesure correspondant aux besoins actuels et anticipés des dirigeants. Les clauses, ça s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Les clauses sont relatives à la gouvernance de la société, sont relatives à la conservation du contrôle et à la gestion de la société postérieurement aux opérations de levée de fonds, et des clauses relatives à l'anticipation d'éventuels départs des mandataires sociaux ou des salariés, ainsi que leurs conséquences, notamment un aspect qui est relativement important, notamment sur l'innovation, c'est toute la partie propriété intellectuelle. Organiser donc la gouvernance de la société au sein du pacte d'associés. On l'a vu tout à l'heure, un dirigeant, un président, un directeur général dans une SAS, un directeur général délégué, pourquoi pas, ces personnes-là peuvent engager de manière illimitée quasiment la société à l'égard des tiers. Tout l'intérêt pour des investisseurs, tout l'intérêt même dans un cercle familial ou amical, c'est quand même d'essayer de contrôler l'utilisation du capital qui a été donné, ou l'utilisation du compte courant ou de la dette qui a été prêtée. Pour cela, nous créons des organes ad hoc, des organes spéciaux dans le pacte d'associés. Des organes spéciaux qui peuvent, tout à l'heure je l'ai indiqué, revêtir différents noms. Indépendamment du nom, ce qui compte, ce sont les attributions. Les attributions de cet organe qui peut s'ajouter aux attributions de l'Assemblée générale des associés. Soit il peut se substituer, puisqu'une nouvelle fois on est libre ou quasiment libre de déterminer ce qu'on souhaite. Soit il peut se substituer, cet organe, soit il peut s'ajouter à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés, ou aux associés de manière générale. Quelles sont les clauses dont le président va devoir solliciter l'organe ou les investisseurs? Après tout, on n'est pas obligé de créer un organe, on peut se dire, on définit la notion d'investisseur avec 2 ou 3 fonds, 2 ou 3 clubs de business angel, et puis on les sollicite indépendamment de tout organe pour recueillir une autorisation préalable. C'est ça dont il va s'agir, c'est de bien trouver un compromis entre la gestion de la société au quotidien par le représentant légal et le contrôle par les différents investisseurs, on va dire avec un grand I. Il ne faut pas qu'il soit le président ou le représentant légal trop étouffé. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, ça pourrait engendrer d'autres conséquences sur un terrain de responsabilité. Et il faut permettre aussi au président de ne pas avoir tout un formalisme à respecter. Et donc, qui dit formalisme, dit aussi du temps à passer à respecter celui-ci. Les différentes décisions, c'est la création d'une filiale, c'est l'autorisation de conclure un emprunt bancaire, de conclure toute opération d'investissement. On met par exemple souvent des montants en place, en dessous duquel le président a tout pouvoir, au-dessus duquel il doit solliciter l'accord d'investisseurs. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est marqué volontairement en gras, on n'est pas obligé de créer une usine à gaz dans ce pacte d'associés. On peut être relativement simple dans le mode de fonctionnement.
et ce, d'autant plus aujourd'hui, on le voit depuis un an et demi, avec la tenue des assemblées générales, par exemple, en visioconférence, on peut prévoir une autorisation simple. J'envoie un mail, je demande un retour par mail. On n'est pas obligé d'envoyer une lettre recommandée accusé de réception, de convoquer une assemblée générale, attendre 15 jours. Non. En plus, on est dans un monde qui a besoin de réponses rapides. On peut prévoir des formes relativement simples. Ce qu'on prévoit généralement, c'est la réunion de ce comité stratégique de pilotage, de suivi, globalement 4 fois par an, une fois par trimestre, plus si nécessaire. Et entre-temps, on peut solliciter l'accord par mail pour une décision qui nécessite un retour rapide. Par exemple, l'embauche d'un salarié. On sait que le recrutement de profil commercial est plutôt rare. Le dirigeant a une bonne opportunité, il ne va pas attendre le prochain comité stratégique dans 2 mois pour solliciter l'accord. Non, il faut que ça aille beaucoup plus vite que ça. Sinon, il risque de perdre le profil commercial qu'il avait identifié. Donc l'idée, c'est, voilà, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que, en plus, c'est aujourd'hui un souhait de tout le monde, hein, investisseurs ou fondateurs, d'avoir une simplification dans le cadre du process d'autorisation. On a donc une phase d'autorisation. Dans cette phase d'autorisation, si je reviens juste au slide précédent, ce qu'on peut indiquer aussi, c'est qu'à l'intérieur, on peut identifier différents types de décisions qui sont plus ou moins significatives. C'est-à-dire que les décisions majeures, on peut se dire, il nous faut un accord des 3/4 des investisseurs ou 3/4 des associés représentant le capital social et les droits de vote de la société. Et les décisions moins importantes, on peut seulement recueillir un vote à la majorité simple, c'est-à-dire 50%. Une nouvelle fois, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc ces clauses de limitation de pouvoir permettent donc d'encadrer les pouvoirs du président ou du directeur général de la société. Ce qui va être aussi intéressant pour des associés minoritaires, pour des investisseurs, c'est de bénéficier d'un certain reporting, d'une remontée d'informations, et notamment des informations financières régulières. On constate très régulièrement, par exemple, une demande sur un tableau de bord sur l'activité de la société, le niveau de chiffre d'affaires, le niveau de la marge brute, d'autres indicateurs qu'on peut, une nouvelle fois, déterminer librement. Le principal, je trouve, c'est que ces indicateurs soient adaptés à l'activité. Il faut que ça ait une certaine pertinence. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, un tableau de bord, hein, qui soit mensuel, trimestriel, une situation intermédiaire comptable, puisqu'on sait qu'on clôture annuellement les comptes, et puis il y a souvent un petit délai entre la clôture des comptes et la remise de la plaquette comptable. Donc certains veulent avoir une visibilité encore plus dans les temps de crise actuels, et donc demandent une situation intermédiaire. Les fonds d'investissement le sollicitent de temps en temps. Donc c'est relativement intéressant pour faire un point au milieu de l'année, au milieu de l'exercice, et de pouvoir piloter la fin de cet exercice ou piloter des investissements, ou encore d'avoir vraiment une situation intermédiaire permettant d'aller lever des fonds. La clause de majorité renforcée, je l'ai indiqué il y a quelques instants, sur les décisions les plus significatives. Il faut éviter en revanche l'unanimité, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais l'unanimité, c'est une situation relativement, j'allais dire, dangereuse, puisqu'elle peut bloquer le fonctionnement de la société. Effectivement, si vous êtes 2, il faut l'accord de l'autre. Nous sommes sur un système d'unanimité, mais dès lors qu'il y a plus que 2 associés, 3, 4 associés, il faut éviter vraiment cette unanimité, à la fois parce qu'il peut y avoir des divergences, mais aussi il peut y avoir une incapacité. Hein, voilà, une maladie, il peut y avoir un décès, certainement en succession. Voilà, il ne faut pas que ça se trouve, le fonctionnement de la société se trouve bloqué. La création d'organes. Je l'ai dit de manière un petit peu décousue tout à l'heure sur la création des organes. Ces organes-là sont, on va sa part de fonctionnement de la société. C'est aussi de plus en plus recherché, tant pour les startups que pour les sociétés qui ont déjà une certaine durée d'exercice, parce que de plus en plus, il y a aussi peut-être un phénomène générationnel, c'est que les dirigeants ne veulent pas diriger seuls. On parle souvent de l'isolement du chef d'entreprise. De plus en plus,
les dirigeants jeunes, voire moins jeunes, veulent s'encadrer à la fois de leur personnel cadre pour avoir leur sentiment sur l'activité, sur la prise de décision, mais aussi des personnes extérieures. Bien évidemment, les investisseurs en feront partie, mais il peut y avoir des personnes tierces, à l'instar d'ailleurs d'un membre du conseil d'administration indépendant d'une société cotée, pour avoir vraiment un œil critique et constructif sur le fonctionnement. Et ici, on est encore au-delà du fonctionnement, on est dans la stratégie de la société. Bien évidemment, rien n'est gravé dans le marbre dans la composition de ces organes. Ça fait l'objet de discussions, de négociations entre les différents associés et le fondateur. Le tout, s'il y avait une prise de décision à encadrer dans cet organe, il faut essayer, lorsqu'on est côté fondateur, bien évidemment, qu'il puisse avoir une place prépondérante dans la prise de décision. Jean-Marc ? Nous avons une question en présentiel qui consiste à se demander s'il est possible de rémunérer les membres d'un comité de pilotage, d'un comité de direction ou d'un comité stratégique, à l'instar d'ailleurs des membres du conseil d'administration d'une société cotée. Je pense que c'est ce que tu vises, Jean-Marc, à cet égard. La réponse est positive, bien évidemment. Il peut y avoir une rémunération qui est octroyée pour ces membres-là, et cette rémunération doit être prévue dans le pacte d'associés. Ce qui va être relativement déterminant aussi, ça va être le rôle de ces comités. Tout à l'heure, je l'évoquais, je disais attention à ne pas trop encadrer les pouvoirs du président ou du directeur général, et ce qui fait qu'on aurait 2 pages et demie de décision pour le président à solliciter l'accord des différents investisseurs. Ce point-là, attention, nous emmène dans un terrain glissant, le terrain glissant de la gestion de fait. La gestion de fait, c'est le fait finalement, pour d'autres personnes en dehors du dirigeant de droit, qu'est le président, de diriger la société indépendamment de toute fonction de direction. La gestion de fait, il y a une jurisprudence assez célèbre, qui est la jurisprudence Worms, la banque Worms des années 2000, engagerait la responsabilité civile et pénale du dirigeant de fait, c'est-à-dire de l'investisseur ou, plus généralement, des membres du comité stratégique, au même titre que celle de la responsabilité du dirigeant de droit. En tout cas, c'est sur le papier, mais il faut quand même faire attention, notamment lorsqu'on arrive à ne pas laisser beaucoup de pouvoir au président. Attention, c'est un risque donc un risque important. Nous avons la gouvernance dans un premier temps. Nous avons aussi les droits de vote au sein de la société. Par principe, vous allez me dire, un associé, on parle d'associé en SAS, un associé dispose d'une voix et d'un droit au bénéfice. Et pour bien organiser les droits de vote au sein de la société, on prévoit des règles de quorum et de majorité. Le quorum, c'est le nombre d'associés minimum pour pouvoir voter en assemblée générale. Et la majorité, c'est la prise de décision. Ça vient en deçà, ça se passe en 2 temps. Lors des décisions d'assemblée générale extraordinaire, il est requis d'avoir plutôt un quorum plus fort et donc une majorité beaucoup plus forte. Sur les droits de vote, il est possible d'organiser les droits de vote à travers des conventions de vote. Il est possible aussi d'émettre des actions de préférence. Des actions de préférence qui, par exemple, octroieraient des droits de vote doubles ou des droits de vote multiples aux associés fondateurs. On se dit, tiens, nous sommes dans une phase de structuration de l'opération de levée de fonds. Je sais d'ores et déjà qu'avec le business plan qu'on est en train de préparer avec mon expert comptable, à travers la valorisation qui est projetée, je vais me retrouver dilué. Je vais me retrouver trop dilué. Il est possible de mettre en place des actions de préférence et donc soit de supprimer le droit de vote pour certains investisseurs,
un ami qui nous a prêté l'argent, nos parents qui vraiment ne veulent nous donner un coup de main, ne veulent pas s'immiscer dans la gestion de la société, ou alors d'augmenter le nombre de droits de vote. C'est des choses qui sont possibles de faire, qu'il faut savoir, et qui, tout à l'heure, je l'évoquais dans le cadre des mécanismes un petit peu antidilutifs lors d'une opération de levée de fonds. C'est des choses qui peuvent se réaliser. Le tout, c'est de les anticiper. C'est beaucoup plus simple de le faire lors de la création ou lors de la structuration de l'opération de levée de fonds que plus tard. Ce n'est pas un an après l'opération de levée de fonds, on va se dire bah, finalement, je suis un peu juste en termes de majorité, j'aimerais bien changer. Là, ça engendre d'autres négociations. Premier point consacré à la gouvernance. Deuxième point, c'est d'assurer la stabilité de l'actionnariat. C'est souvent d'ailleurs les clauses qu'on pense le plus dans les pactes d'associés. Et d'ailleurs, on les a déclinées dans le support pour essayer de les différencier. La stabilité de l'actionnariat peut passer par une première clause, qui est la clause d'inaliénabilité, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir céder, au sens large du terme, ses actions pendant une certaine durée. Cette durée ne peut pas excéder 10 ans. C'est prévu par la loi, donc c'est une inaliénabilité temporaire. Quand on parle de céder, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on parle de céder au sens vente du terme, mais on parle aussi d'apport, de donation. Lorsqu'on a une définition large de cette notion de céder ou de transférer, on inclut également la prise de sûreté ou de garantie sur cette transmission. On a une deuxième clause qui nous permet d'assurer une certaine stabilité, c'est la clause de non-acquisition, de non-agression. C'est l'engagement à ne pas acquérir d'actions amenant à dépasser certains seuils ou simplement à modifier à la hausse le pourcentage initial de détention. Ça permet d'une certaine manière de pouvoir cristalliser la quote-part de chaque associé au capital social et au sein du capital social et droits de vote de la structure. L'idée, c'est d'assurer la stabilité de l'actionnariat et d'avoir la même table de capitalisation que celle qu'on avait au moment de l'opération de levée de fonds. Ça, c'est relativement important, hein. Je vais m'y attarder quelques secondes. Lorsqu'un investisseur investit au sein d'une start-up, il le fait sous certaines conditions d'actionnariat, de valorisation, des répartitions des droits entre les différents associés et aussi certaines rémunérations, notamment en matière d'obligations convertibles en actions, par exemple. Il y a d'autres formes qui existent. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stabilité tout au long de l'investissement. En tout cas, on y tend le plus possible. On a une troisième clause dans le cadre de la stabilité de l'actionnariat, c'est la clause anti-dilution. Bien évidemment, nous avons le droit préférentiel de souscription qui est attaché à tout associé dans le cadre d'une augmentation de capital. Mais en plus de ça, nous avons une clause anti-dilution. Cette clause anti-dilution qui, donc, dans le pacte d'associés, qui vient s'ajouter donc au droit de préférentiel de souscription, permet de contrecarrer toutes les opérations qui pourraient se réaliser avec suppression du droit préférentiel de souscription. Donc voilà, ça permet en tout cas aux associés de pouvoir conserver leur quote-part au sein du capital social, en tout cas leur permettre de conserver et donc de souscrire à cette augmentation de capital. Nous avons la clause d'exclusion, vous allez me dire. La clause d'exclusion dans une partie stabilité de l'actionnariat, comment ça se fait ? C'est un environnement global en réalité. Lorsqu'on parle d'actionnariat, on forme une équipe et cette équipe doit aller dans le sens de l'intérêt social. Et dès lors qu'on ne va plus dans le sens de l'intérêt social, dès lors qu'on commet des fautes relativement importantes, et généralement on parle de fautes pénales, on parle de violations graves au pacte d'associés, il faut envisager l'exclusion de l'associé. À l'aube de l'euro 21, il faut mettre un carton rouge à l'associé qui ne respecterait pas les règles définies entre les associés, tant dans les statuts que dans le pacte d'associés. Pour ça, il faut bien sûr encadrer les choses. On ne peut pas exclure un associé sans respecter les règles du jeu qui seront une nouvelle fois définies dans le pacte d'associés, avec le respect d'un certain formalisme, puisqu'il faut, dit-on, respecter en contentieux le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut entendre l'associé avant de prendre la décision d'exclusion. Décision d'exclusion qu'on peut prononcer à la majorité que l'on souhaite. La stabilité de l'actionnariat peut aussi passer par quelque chose qui est
très intéressant en matière d'opération de levée de fonds, c'est la mise en place de management package. Ce sont des outils d'intéressement des dirigeants ou des salariés au capital social de la société et qui permet indubitablement aux fondateurs, principalement, mais aussi aux salariés, aux dirigeants, soit d'augmenter leur prise de participation, notamment à l'aune de certains résultats financiers de la société, soit au regard du travail fourni, je pense à des salariés, des mandataires sociaux, de prendre une participation au sein de la société. Là, on pourrait y passer toute la matinée, tellement c'est riche, et une nouvelle fois, en plus, nous sommes sous un principe de liberté contractuelle. Mais ces mécanismes sont relativement intéressants. On a mis en avant les BSA, les BSA Ratchet, les BSAR, BSAR qu'on rencontre d'ailleurs de plus en plus dans les opérations de levée de fonds. C'est relativement intéressant. J'en dis juste un petit mot rapide. En émettant un bon, ça permet à un investisseur de mettre du cash dans la société et de décaler la valorisation à plus tard. On sait que ce qui retarde généralement les opérations de levée de fonds, c'est les négociations sur la valorisation. Bah là, on saute à cap, on se dit la valorisation, on s'en occupera plus tard, lors d'un événement déclencheur. Événement déclencheur qui est la levée de fonds. Je vous l'ai fait très simplement en 30 ou 45 secondes, mais c'est quelque chose qui mériterait certainement d'y revenir de manière un peu plus posée. Mais c'est un mécanisme relativement intéressant et qui permet aussi, tout à l'heure on parlait de stabiliser l'actionnariat, permet aussi de stabiliser l'actionnariat puisqu'on reporte l'effet dilutif à plus tard et donc à une valorisation plus importante, en tout cas espérée, de la société. Donc, mise en place de management package. Attention, j'entends déjà les craintes de certains dirigeants. Ben ouais, mais si j'ai mon associé, si j'ai mon salarié, si j'ai mon dirigeant qui s'en va à la concurrence, etc. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Sachez qu'on peut tout encadrer dans le pacte d'associés. On peut coordonner la rupture du mandat social ou du contrat de travail à la cession des actions. Cession des actions qu'on peut encadrer dans le pacte d'associés avec un certain formalisme. Donc ici, il ne doit y avoir aucune crainte. Si vous souhaitez intéresser des salariés et des mandataires sociaux, il faut le faire. Il y a des mécanismes juridiques à nos dispositions. Et en cas de mésentente, en cas de difficulté, on a aussi des clauses dans ce pacte d'associés qui nous permet de pouvoir, entre guillemets, les sortir et donc d'être relativement assuré et une nouvelle fois de préserver l'actionnariat existant et aussi de rassurer les investisseurs. Il y a une petite allusion sur la valorisation. Il est possible de définir une méthode de valorisation de pacte d'associés, d'ailleurs, tant pour le départ d'un associé salarié ou dirigeant que pour un associé de manière générale, tel qu'un fonds d'investissement. Dans le cas de la stabilité de l'actionnariat, une clause qui est relativement importante, c'est le droit de préemption. C'est la priorité qui est donnée à un associé avant tout autre de pouvoir racheter les titres d'un associé qui veut céder ses actions, céder ses droits sociaux. Ce droit de préemption, il est une nouvelle fois contractuel. On détermine ce que l'on souhaite. On peut déterminer l'identité du bénéficiaire, qu'il soit fondateur, qu'il soit investisseur, que ce soit l'ensemble des associés. Il est possible de faire plusieurs rangs. Premier rang, les membres de mon cercle familial. Je suis un dirigeant qui a vocation à partir en retraite dans 5-6 ans. J'aimerais que mes enfants reprennent la société. On peut prévoir un droit de préemption de premier rang aux enfants, un droit de préemption de second rang aux dirigeants et puis de troisième rang aux investisseurs, par exemple. C'est des choses qui sont possibles. Le tout, c'est de les anticiper en amont de la conclusion du pacte d'associés. Droit de préemption, clause relativement importante. Nous avons ces clauses d'offre alternative ou de buy or sell. C'est la clause qui s'applique en situation de mésentente dans un actionnariat à 50-50. C'est une clause qui permet à un signataire du pacte d'associés de proposer à un associé de la société de lui vendre ses titres à un prix déterminé. Si le destinataire de cette offre refuse d'acheter les titres concernés, il sera tenu de vendre ses propres titres au prix fixé à l'auteur de l'offre. Donc, il y a toute une stratégie
à adopter dans ce type de clause, et notamment une stratégie relative à la détermination du prix. Est-ce que je mets en place un prix minoré? Est-ce que je mets en place ce qu'on pourrait appeler un juste prix? Ou est-ce que je mets en place un prix fort? Il y a toute une stratégie à adopter. L'idée, c'est de pouvoir permettre, en situation à 50-50 de mésentente, de pouvoir acheter les titres de l'autre associé avec lequel je ne m'entends plus. Donc c'est une clause qui est, en revanche, faut bien la penser au début, et ensuite il faut bien la penser pour la mettre en œuvre. Mais c'est une clause qui est relativement efficace, voire très efficace, pour résoudre des situations de blocage et d'assurer la pérennité de la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça dont il s'agit. Il peut y avoir une séparation personnelle avec son conjoint, avec un ami, mais cette séparation ne doit pas être au détriment de la société, et c'est d'autant si on a d'autres personnes dans la société, des associés, des dirigeants, des salariés ou d'autres personnes encore. Donc, anticiper cette situation permet de pouvoir agir au moment venu en toute simplicité et efficacité. On a un système qu'on pourrait aussi d'envisager d'offres d'achat croisées. Deux associés qui sont en situation de mésentente font chacun une offre d'achat simultanée des titres de l'autre. Et c'est l'offre d'achat la plus intéressante financièrement qui l'emportera sur l'autre. Dans le cadre des transferts, on aurait pu mettre l'agrément aussi, qui est connu par tous. Ça me permet juste de faire une parenthèse là-dessus. Sur l'agrément, le droit de préemption, vous me direz, ouais, mais Monsieur Margeon, on rencontre aussi dans les statuts. Oui, c'est vrai, on rencontre dans les statuts. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est de ne pas multiplier les documents et les sources par rapport au transfert de titres. C'est plutôt de tout mettre dans les statuts, et ce, pour une meilleure lisibilité et pour éviter une éventuelle contradiction entre les statuts et le pacte d'associés. Contradiction d'ailleurs qu'on peut énoncer en quelques instants. Sachez qu'on peut prévoir la prédominance du pacte d'associés sur les statuts dès lors que le pacte d'associés ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public. Dans les transferts, il peut aussi y avoir des transferts libres. Des transferts qui ne nécessitent pas tout le formalisme qu'on a pu évoqué tout à l'heure. C'est notamment la possibilité pour un dirigeant, notamment un fondateur, de pouvoir apporter ces titres à une holding qui pourrait constituer, notamment dans la perspective du rachat d'investisseurs. Ça se fait de manière très, très courante. Les opérations de donation aussi à ses enfants peuvent rentrer dans cette notion de transfert libre, ou alors toutes les opérations de restructuration d'un investisseur. Un fonds d'investissement peut se dire j'envisage de restructurer, donc il faut que je puisse pouvoir librement restructurer aussi la prise de participation. Donc c'est des choses qui se font très, très naturellement et sont inscrites dans cette notion de transfert libre. C'est aussi intéressant lorsqu'on se plonge sur cette typologie de clauses pour le dernier point qui est mentionné. Dans le cadre d'une start-up, il ne faut pas seulement envisager l'approche immédiate, il faut envisager un plus long terme et savoir, OK, je fais rentrer des investisseurs, par exemple, mais comment je vais les racheter? Parce que dans les clauses qui seront sollicitées par les investisseurs, la clause qui sera la plus âpre à négocier, c'est la clause de sortie des investisseurs. Je mets de l'argent aujourd'hui, combien je sors demain? Sous combien de temps? Comment vous m'assurez, vous, fondateur, ma liquidité? Eh bien, en permettant cette notion de transfert libre, ça permet des évolutions patrimoniales pour un dirigeant, de constituer sa propre holding qui va donc recevoir les titres du fondateur, mais aussi qui va s'endetter auprès de la banque pour pouvoir acheter les titres des investisseurs. Et puis aussi, ça permet de pouvoir optimiser la fiscalité personnelle de l'associé concerné. Anticiper le départ d'un dirigeant, on l'a vu tout à l'heure, et dans la mesure où le temps passe, je vais aller beaucoup plus rapidement. Le départ d'un dirigeant, d'un salarié associé, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une société. Et c'est notamment lorsqu'on a cru en lui, en lui attribuant des actions gratuites, par exemple, mis en place des BSPCE. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais globalement, il faut bien anticiper cette partie-là et l'inscrire dans le pacte
le pacte d'associés. Comment on situe ces clauses dans le pacte d'associés? C'est ce qu'on appelle en anglais les clauses de good et bad liver. Des clauses qui vont prendre en considération, qui vont appréhender le comportement de l'associé dans la société. Est-ce que l'associé considéré quitte la société sous un départ fautif ou un départ non fautif? Est-ce qu'il part en bon partant ou en mauvais partant, si on traduit un petit peu le terme anglo-saxon? S'il part en good liver, on est notamment sur les hypothèses d'accord avec le fondateur, on est sur les hypothèses de décès, on est sur des hypothèses de départ à la retraite. Et de bad liver, c'est dans le cadre d'une faute commise dans l'exécution de son contrat de travail, dans l'exécution du mandat social, dans une violation du pacte d'associés, dans le fait de s'engager avec un concurrent. Toutes ces clauses-là, on les anticipe dans le pacte d'associés et on peut prévoir un système de décote pour les associés qui partent sous une notion de bad liver. Ce qui est relativement important, en tout cas, c'est de bien déterminer ce qu'on met sous la forme de départ fautif ou de départ non fautif. Et là, c'est pareil, il n'y a pas forcément de règles. Il y a une petite pratique de marché sur les hypothèses de départ fautif et départ non fautif. Mais globalement, nous sommes assujettis, une nouvelle fois, à la liberté contractuelle et on peut faire ce que l'on souhaite. Concurrence. Qui dit concurrence dit clause de non-concurrence. Clause de non-concurrence qui est relativement importante dans le pacte d'associés. Vous allez me dire, oui, mais on la retrouve également dans le cadre des contrats de travail. Je vais dire oui, certes, mais la clause de non-concurrence du contrat de travail ne s'applique qu'au contrat de travail. Pour qu'elle s'applique à la qualité d'associé, pour qu'elle s'applique à la qualité de membre d'un organe tel que le comité de pilotage, il faut la prévoir dans un autre document qu'est le pacte d'associés. Il faut donc pouvoir encadrer la sortie des actions, la cession des actions, la sortie de l'associé et la démission de ses fonctions de membre du comité de pilotage, aussi de révocation des membres de ce comité, et donc de définir une clause de non-concurrence qui vient s'ajouter à celle prévue dans le pacte, dans le contrat de travail. C'est vraiment indispensable pour pouvoir, on va dire, préserver les secrets de la société et donc d'éviter que nos forces vives partent à la concurrence et avec le secret de la concurrence. La clause de non-concurrence, bien sûr, respecter certaines conditions de fond, puisqu'elle doit être limitée dans le temps, dans l'espace, dans le champ des activités prohibées et proportionnée aux intérêts légitimes de la société à protéger. Si vous exercez votre activité sur cette belle ville du Mans et que le champ d'activité se restreint à la ville mancelle, il faut permettre à un associé de pouvoir s'installer à Strasbourg, à Marseille, à Lille, etc., sur un autre domaine d'activité. En revanche, si vous exercez sur le territoire national, effectivement, il faut envisager une restriction sur le territoire national. Après, nous avons un débat assez intéressant en jurisprudence, mais qui pour moi est tranché, c'est de savoir si ces clauses de non-concurrence doivent être rémunérées, notamment pour un associé salarié. Pour moi, d'être rémunéré dans le contrat de travail et ne pas être rémunéré dans le pacte d'aide associé. Voilà, c'est une conception personnelle. Je me fonde sur une jurisprudence de 2016 à cet égard. En tout cas, vaut toujours mieux en avoir plus. Et donc, s'il y a un doute, la faire rémunérer, c'est clause de non-concurrence, que ne pas la rémunérer et donc de ne pas pouvoir s'en servir si d'aventure on en avait besoin. Clause relativement importante, on l'a signalé tout à l'heure, mais juste en thème principal, c'est la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, que fait ce type de clause dans un pacte d'associés? Il faut s'assurer que le dirigeant, les dirigeants, les salariés, les associés puissent déposer tous les droits de propriété intellectuelle au nom de la société. Vous allez dire, oui, mais les salariés, s'ils ne sont pas associés, ne vont pas signer le pacte. C'est exact. Mais dans ce cas-là, on prévoit une obligation pour le président, lorsqu'il conclut un contrat de travail, de s'assurer que dans le contrat de travail, nous avons une clause propriété intellectuelle qui oblige le salarié à déposer au nom et pour le compte de la société. C'est relativement important, notamment dans les startups de l'innovation, parce que c'est ce pourquoi les investisseurs rentrent au capital social. Et donc,
Et donc il faut protéger les intérêts de la société. Les brevets et les marques de la société doivent être protégés et donc déposés au nom de cette société afin d'éviter une nouvelle fois toute difficulté de se retrouver avec un salarié qui a déposé une marque, un brevet à son nom et puis il s'en va et la valeur essentielle de la société se retrouve à l'extérieur de la société. Donc ça, c'est relativement dangereux. Il faut donc s'en assurer à travers le pacte d'associés. Et si on lit le dernier bullet point, c'est les signataires de ces clauses relatives aux droits de la propriété intellectuelle vont ainsi s'interdire de déposer et protéger à leur nom ou à personne interposée les droits de propriété intellectuelle nécessaires ou utiles à l'activité de la société et de ses filiales. De ces filiales, il ne faut pas les occulter, les filiales. C'est-à-dire que le pacte d'associés peut à la fois régir la société dans laquelle les investisseurs ont apporté de l'argent, mais également les filiales. Et d'ailleurs, les pouvoirs du président de la filiale vont être encadrés dans le pacte d'associés. Nous avons évoqué les cessions plutôt de manière particulière. Maintenant, envisageons la cession de l'intégralité des titres de la société. C'est ces fameuses clauses de tag et de drag alone en anglais, les clauses de sortie conjointe. Le principe est le suivant. En présence d'une offre qui porte sur 90, 95, voire 100% des titres de la société, on doit permettre à un dirigeant, à un fondateur, de pouvoir étudier l'offre d'acquisition et d'y faire suite. Et pour cette raison, on a deux types de clauses. On a le droit et l'obligation. Le droit, c'est la possibilité aux associés minoritaires de pouvoir céder leurs titres à l'occasion d'une cession de contrôle ou d'une cession de 90% des titres d'un associé, par exemple, fondateur. L'obligation, c'est que les associés minoritaires n'ont pas le choix. Si je suis fondateur et je dispose de 80% des titres et que dans mon pacte, je peux décider que les associés minoritaires cèdent aux mêmes conditions que moi, les associés minoritaires doivent céder, même s'ils ne sont pas d'accord. Ce sont des clauses relativement importantes, ces clauses de sortie conjointe. Je vous la fais relativement simple, mais ces clauses sont relativement équilibrées à la fois pour les associés minoritaires et pour l'associé majoritaire. En deux mots, pour l'associé minoritaire, si le dirigeant cède ses titres, c'est certainement parce qu'il a une bonne offre financière. Il ne va pas s'amuser, sauf cas très particulier, à céder à une valorisation très, très inférieure à la valorisation réelle. Donc les associés minoritaires ne devraient pas, en tout cas sur le plan financier, se trouver lésés. Et pour l'associé majoritaire, lorsqu'il bénéficie de cette obligation de sortie conjointe, il doit pouvoir faire suite à cette offre qui porte sur 100% des titres et donc ne pas se retrouver bloqué avec des associés minoritaires qui ne voudraient pas céder. Et d'ailleurs, le tiers, lui, qui se porte acquéreur sur 100% des titres, se dit moi, les associés minoritaires, je m'en occupe pas. Vous, en revanche, fondateur, vous faites votre affaire personnelle de ce genre de situation. Le mieux, c'est de tout régir dans un pacte d'associés à travers cette obligation de sortie conjointe. On prévoit soit l'une des deux clauses, soit les deux clauses. Les autres clauses qui vont suivre sont un peu plus légères. La durée du pacte d'associés. On est libre de déterminer la durée qu'on souhaite, sous réserve de la prohibition des engagements perpétuels. On n'est plus sur une durée déterminée aujourd'hui, une durée qui varie entre 10 et 15 ans. Et bien évidemment, le pacte d'associés ne s'appliquera plus à la personne qui ne disposera pas d'action, indépendamment, sous réserve de l'application de certaines clauses, comme la clause de non-concurrence, bien entendu. On parle des partants, on va aussi parler des entrants, des associés qui pourraient rejoindre la société durant son fonctionnement, dans le cas d'une augmentation de capital par exemple. Ces associés-là doivent adhérer tout simplement au pacte d'associés. En tout cas, ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais il faut qu'ils adhèrent au pacte d'associés, il faut que l'ensemble des associés soient assujettis aux mêmes règles de fonctionnement et que tout le monde soit sécurisé. Une fois qu'on a déterminé toutes ces règles, une nouvelle fois, on a évoqué simplement depuis 9 heures les clauses les plus importantes, mais il y en a encore plein d'autres puisqu'on est sur des clauses sur mesure.
il y a un aspect qui est relativement important, c'est l'efficacité du pacte d'associés. C'est bien beau de pouvoir écrire des proses, mais encore faut-il que les clauses soient efficaces. Ce qui nous amène aux sanctions en cas d'inexécution du pacte d'associés. Tout d'abord, le premier point, c'est que pour être valide, le pacte d'associés ne doit pas contrevenir aux dispositions légales d'ordre public. Bon, là, en matière de SAS, on l'a vu tout à l'heure, on est relativement sécurisé dans la mesure où il y a très peu de dispositions d'ordre public comparativement, par exemple, au SA ou au SARL. Ensuite, l'efficacité d'un pacte se mesure à l'aune de la rédaction, et donc il doit y avoir une rédaction qui soit minutieuse et correctement rédigée au gré de la société, au gré des souhaits du dirigeant. Pour cela, il doit être pris en considération différents critères dans le cadre de la rédaction, le nombre d'associés, la répartition du capital, la présence ou non de salariés, d'investisseurs, les perspectives de développement. Il y a toute une série de critères qui va faire varier l'efficacité du pacte d'associés. Et ensuite, ce qui va être relativement important dans l'efficacité du pacte d'associés, c'est de savoir sur quel mécanisme juridique la clause dont il s'agit va s'appuyer. Ici, nous sommes dans le droit des contrats, dans le droit des obligations, tel que réformé en 2016 et 2018 au sein du Code civil. Et donc, il faut trouver le mécanisme juridique qui soit le plus efficace dans chaque situation. Situation d'obligation de sortie conjointe, dans les cessions d'actions d'un associé qui ne serait plus salarié de la société. Il faut donc pouvoir adapter la stipulation pour autrui, la promesse unilatérale de contrat, la promesse unilatérale de vente, la promesse de porte-fort au gré des clauses du pacte d'associés. Sanction du pacte d'associés. Le pacte d'associés, on l'a vu tout au début dans la partie introductive, c'est un contrat. Donc, on est assujetti au droit commun des contrats et aux sanctions prévues par l'article 1217 du Code civil. Sanctions qui ont été élargies depuis la réforme du droit des obligations. Et on peut prévoir par anticipation les conséquences attachées à la violation du pacte d'associés. L'intérêt majeur du pacte d'associés, c'est de prévoir une exécution forcée en cas de défaillance d'un associé. Et c'est la raison pour laquelle, notamment sur les obligations de cession d'actions en cas de rupture du contrat de travail, en matière d'obligation de sortie conjointe, de mon côté, j'ai tendance à considérer qu'il faut plutôt aller sur la notion de promesse unilatérale de vente, promesse unilatérale d'achat, pour contraindre l'associé à céder ses actions. En fait, une fois que le promettant a donné son consentement à la cession des actions, le consentement est, dit-on, irrévocable. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est tout l'intérêt ensuite du pacte d'associés, c'est de prévoir le mécanisme permettant d'aboutir à la cession des actions, et donc pour cela il faut encadrer la levée de l'option. Donc exécution forcée, relativement importante dans un pacte d'associés. On peut mettre en place des clauses pénales dans un pacte d'associés. Je ne vous cache pas que ce n'est pas très courant, et ce d'autant lorsqu'on fait rentrer des investisseurs au capital social. Ça veut dire que c'est la possibilité en cas de faute de pouvoir prévoir une sanction pécuniaire. Toi, associé, ou toi, président, tu ne respectes pas une demande d'autorisation préalable sur l'embauche d'un salarié, tu devras 10 000 € à la société. Bon, c'est pas très courant, ça s'est pratiqué dans quelques situations, mais situations vraiment très, très particulières. Le pacte d'associés, on vient de le voir, si on fait maintenant la conclusion, c'est un pacte qui est appliqué à toute forme de société. On s'est beaucoup intéressé sous la SAS, c'est normal, parce que nous étions plutôt dans un format start-up, mais il s'applique à toute forme sociale. Et ayez cela en tête, notamment si à un moment donné, vous souhaitez, en tant que start-up, acquérir des locaux et à travers la création d'une SCI, avec un ami, des parents, avec un investisseur ou avec une prise de participation de la société d'exploitation, il faut aussi inclure la SCI dans le pacte d'associés.
Le pacte d'associés permet donc d'organiser de manière pérenne et en toute discrétion la gouvernance de la société et peut permettre d'assurer le maintien de la répartition du capital social. Surtout, le pacte d'associés se révèle indispensable pour anticiper les mésententes entre associés et anticiper la cession des titres sociaux. Vous l'aurez compris, mais je crois l'avoir suffisamment dit durant cette heure, ce pacte d'associés doit être nécessairement individualisé pour s'adapter aux besoins des dirigeants, pour s'adapter aux besoins de la société et d'en assurer sa pleine efficacité. Est-ce que vous avez des questions? Yves? Quand on fait un pacte d'associés, il n'y a pas forcément tous les associés, ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait tous les associés? Enfin, comment on gère ça? Oui, effectivement, le principe, c'est que chaque associé est libre d'adhérer ou non au pacte d'associés. C'est un principe. Il est possible d'avoir un seul pacte d'associés donc qui régit la relation entre tous les associés, ou seulement un pacte d'associés qui ne concerne que certains associés. Vous êtes 4, il n'y en a que 3 qui veulent signer le pacte, et bien le 4e ne participe pas au pacte, et donc le pacte associé ne lui est pas opposable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire, bah, tu n'as pas respecté la clause 5 du pacte associé, ben non, je ne suis pas parti au pacte, donc ce pacte ne m'est pas opposable. Donc le mieux pour répondre à votre question, c'est que tous les associés soient adhérents du pacte d'associés, parce qu'on vient régir la relation entre les associés, donc autant envisager le périmètre le plus large possible, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, mon conseil, c'est de ne pas multiplier les pactes d'associés. Hein, il y a moyen de le contraindre? Ah non, il n'y a aucun moyen de le contraindre. C'est la liberté pour chaque associé d'adhérer ou non au pacte d'associés. Ah oui, c'est sûr qu'au regard de cette situation-là, si un associé ne veut pas adhérer au pacte de l'associé, ça peut aller à l'encontre de l'efficacité et puis surtout, ça ne permet pas de régir l'ensemble des relations des associés. C'est pour ça que quand vous précisez qu'à la création, c'est bien de le prévoir à la création, on est tout de suite fixé sur l'adhésion ou non de... Tout à fait. Le conseil, c'est surtout le faire au stade de la création. Ou à la levée de fonds, quand il y a des oui. nouveaux tiers qui rentrent. C'est surtout lorsque le projet va bien qu'il faut penser au pacte de l'associé. Une fois que le projet va mal, c'est trop tard. Une fois que ça va mal, il y a une situation de mésentente. En situation de mésentente, vous n'êtes pas d'accord, par hypothèse. Donc, comment allez-vous traiter la conclusion d'un pacte de l'associé en situation de mésentente? Bon, ça fait... dans ce cas-là, il faut prendre des conseils. Et les conseils tentent de trouver une solution amiable. Parfois, c'est possible, parfois, c'est pas possible. Et donc, ça va en justice. Mais c'est dommage parce qu'en le faisant en amont, on peut anticiper une nouvelle fois toutes les difficultés. Et puis, les choses se passent beaucoup plus naturellement. Je pense notamment à la situation du divorce, hein, lorsque ce sont des époux qui montent ensemble une société. Si les conseils en charge du divorce n'ont pas l'aspect droit des sociétés à gérer, dans un environnement qui est le droit à la famille, je pense que c'est aussi leur rendre service que d'avoir un mode opératoire qu'est le pacte d'associés et de se dire on déroule le pacte d'associés et puis voilà, on a tout le mécanisme de la cession des actions, qui cède quoi à qui, quelle est la méthode de valorisation. C'est beaucoup plus simple et ça évite une difficulté, j'allais dire, supplémentaire. Quel budget faut prévoir pour avoir le conseil et le rédactionnel qui va avec? Je vous remercie de cette question. Je m'y attendais, hein, je ne pourrais rien vous cacher. C'est assez difficile à répondre parce que ça dépend de chaque pacte d'associés. Oui, c'est effectivement un râteau parce que un pacte d'associés... Le mini que vous prendrez, qui correspondrait à une situation, par exemple dans un couple ou dans une start-up où il y a deux amis, le basique, quoi, le minimum. Par exemple, quand on part à 2. Quand on part à 2, on est sur un budget qui varie, on va dire, entre... en fait, le budget d'honoraires, je vais répondre à la question. Je vais pas me dédouaner. C'est toujours une question difficile parce que comment conseil on est rémunéré? C'est du temps passé en réalité. Oui. Et le temps passé, parfois on l'anticipe bien, mais parfois au gré des discussions avec les différents associés,
on avait estimé 5 heures, et puis finalement on en passe 10, 15 heures parce qu'il s'est passé telle ou telle situation. Et puis on pensait être d'accord, finalement on n'est pas en situation d'accord. Et puis un autre associé a pris finalement un conseil. Et puis voilà, de 5 heures, vous passez à 10, 15 heures. Et en tant que conseil, c'est du temps qui est facturé. Donc, et quand tout va bien, 5 heures, c'est jouable ou 5 heures, oui, c'est jouable. Après, voilà, ça dépend des clauses à l'intérieur. Si vous demandez un pacte d'associés de 35 à 40 pages, ça ne fera pas 5 heures. D'accord. Voilà. Et puis en plus, comme je n'aime pas l'habitude de prendre, le pacte d'associés du voisin, c'est vraiment du cousu humain. Je vais y passer du temps. Donc, globalement, sous un format époux-épouse, on va dire qu'on est aux alentours de 1500 €. Et puis après, ça peut aller à des montants différents. Si vous êtes sur une levée de fonds à, je sais pas, 20 millions d'euros, vous imaginez bien que je ne peux pas prendre le même montant et que ce n'est pas le même temps à passer dessus. Donc voilà, c'est toujours une question difficile. D'ailleurs, on est de plus en plus à ne pas mettre des sommes forfaitaires sur le pacte d'associés, parce que c'est difficilement quantifiable. Autant sur la création d'une SAS, d'une SARL, on arrive à quantifier, il n'y a pas réellement de surprise. Mais autant quand on est sur la rédaction de contrat comme le pacte d'associés, on est un peu plus prudent dans l'estimation des honoraires. Oui, la question qui est posée dans la salle, c'est savoir si c'est le nombre de personnes, le métier qui influe sur le temps passé sur la rédaction. En fait, c'est un environnement global. C'est la typologie des associés, c'est l'activité, c'est l'aspect dilution, c'est l'aspect sortie, totalement différent d'une opération à une autre. Si vous associez tous ensemble, on aura des clauses totalement différentes. C'est la création d'un comité. Parfois, on n'a pas de création de comité. Si vous prenez l'exemple de 2 époux, par exemple, on ne va pas créer un comité de surveillance, ça n'a pas de sens. En revanche, j'ai 3-4, il peut y avoir un comité. Tout à l'heure, j'ai surtout axé sur l'existence d'un comité, mais il peut y avoir aussi plusieurs comités à l'intérieur. On peut avoir un comité de pilotage et un comité de surveillance, par exemple. C'est des choses qui sont possibles. Après, ça dépend du nombre d'associés, du montant de la levée de fonds, des souhaits des uns et des autres. Il peut y avoir des intérêts divergents entre les fondateurs et puis le Love Money, et puis des investisseurs. Même au sein des investisseurs, on peut avoir des contingences différentes entre un fonds parisien et un fonds régional, entre des business angels parisiens et des business angels sartois. Voilà, c'est pour ça que sur le pacte d'associés, c'est toujours un peu délicat de pouvoir budgéter précisément son intervention. Jean-Marc ? J'ai une autre question. Ce fameux pacte d'associés doit être conclu avant la création de la société ou juste après ? La question posée dans la salle, c'est le moment de la création, c'est le moment de la conclusion du pacte de l'associé, ce qui doit être conclu au moment de la création de la société ou après. J'allais dire concomitamment. C'est-à-dire que le mieux, c'est de conclure le pacte d'associé une fois qu'on a le numéro sirène et donc le cabis de la société. Donc, lorsqu'on rédige les statuts, on rédige en parallèle le pacte d'associé. Et on le fait signer le pacte d'associés une fois qu'on a un numéro cabis. Comme ça, on a le package, on va dire, de la Constitution. On a les statuts, le pacte d'associés. Et puis après, surtout ce qui est important aussi d'avoir en tête pour un fondateur, pour un dirigeant, c'est que si ces sujets, on va dire, administratifs sont mis de côté, et après, vous pouvez vous concentrer vraiment à la réalisation de votre business. Et ne pas revenir un an après, lors de l'approbation des comptes, se dire le prévisionnel il n'est pas atteint, je veux changer de président, comment ça se passe ? Voilà, une situation un peu compliquée, mais ne pas atteindre un prévisionnel dans une start-up, c'est plutôt une situation normale. Donc, pardon, il ne fallait pas dire ça. Historiquement, on peut mettre en place un pacte d'associés depuis quelle date ? La question qui est posée, n'hésitez pas à utiliser votre micro si je peux me permettre, c'est de savoir si historiquement il est possible de mettre un pacte d'associés. Bien sûr, on peut rétroagir. Vous avez une société... Cette disposition de pacte d'associés dans le cadre du droit des sociétés existe depuis toujours ou... Ah oui, je pense... je ne suis pas non plus très ancien, mais je pense que ça existe au moins depuis 37 ans. C'est la première fois que j'en entends parler concomitamment constitution de société. Non, mais le sujet est surtout revenu sur la table.
le sujet est surtout revenu sur la table du pacte d'associés. Bon, start-up, c'est plutôt courant, mais dans les autres situations, c'est les situations de divorce, en fait, et les situations de mésentente qu'on ne rencontrait pas forcément il y a une trentaine, une quarantaine d'années, des personnes qui divorcent. Aujourd'hui, c'est un ménage sur deux qui finit en divorce sur la stat nationale et surtout la stat parisienne, un peu moins en province. Des situations de mésentente avec des amis, c'est les situations qu'on connaît le plus. On ne va pas faire une analyse, mais ça dépend aussi de la situation actuelle. Les mœurs ont changé, l'évolution a changé. Se fâcher avec ses parents, c'est plus courant qu'il y a une certaine époque. Donc voilà, il faut pouvoir encadrer les relations d'associés à travers ce pacte d'associés. Non, il me reste à vous remercier, à la fois pour les personnes en distanciel. Ah, une dernière question, pardon. Oui, c'est effectivement des mécanismes permettant de relever l'associé. C'est-à-dire que en fonction de l'atteinte de certains objectifs, imaginons que vous êtes au capital social avec un investisseur, un 55-45, vous avez 55. L'investisseur à 45. Vous dites, j'ai quand même concédé 45% du capital social lors de l'opération de levée de fonds. Mais bon, ça fait partie de la négociation. Mais moi, j'ai envie de me relever. Comment je vais me relever ? Je suis fondateur d'une start-up. Généralement, par hypothèse, je n'ai pas beaucoup de ressources financières. Donc, je vais miser sur quoi ? Je vais miser sur la réalisation de mon business plan. Je vais miser sur ce que je sais faire ou ce que je pense faire, à savoir la réalisation de mon activité dans le cadre de ce projet porté par la société. Partant de là, je vais demander l'accord de mon investisseur à augmenter ma participation à l'aune de l'atteinte de certaines données financières de la société, à l'aune d'un certain niveau de chiffre d'affaires, d'un certain niveau de marge brute, un certain niveau de résultat, ou l'atteinte, ce qu'on fait plus d'ailleurs en start-up, du BP, tout simplement, ou de 70% du BP. Et en fonction de ça, effectivement, on peut mettre en place des attributions gratuites d'actions, des BSPCE, des BSA, ou plus simplement une promesse unilatérale de vente. C'est-à-dire que le fonds d'investissement vous consent à vendre les actions dès lors que les conditions suivantes, celles que je viens d'énumérer, sont remplies et à telles conditions financières. Et donc là, c'est une simple promesse à travers une levée d'options. La promesse, elle est un peu moins répandue, mais on la rencontre dans les clauses de ratchet, par exemple. On est plutôt sur les mécanismes d'émission de BSPCE et d'AGA, d'attribution gratuite d'actions, dans le cadre des opérations de levée de fonds. Après, ça fait partie de la négociation et de la mise en place du management package lors de l'opération de levée de fonds. Il me reste donc à vous remercier, à la fois en distanciel et en présentiel, pour votre présence ce matin et votre participation. Et puis remercier de nouveau le village BCA du Mans à travers son maire, Frédéric Renaud. Merci à tous et bonne journée.